Et voilà, bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier. Vous voyez, j'étais en train de tout régler. On va régler évidemment le plus célèbre autofocus. Mes petits singes de la sagesse, mes poules, mon chat et moi-même, nous vous saluons et nous allons vous parler du chômage qu'ils veulent monter pour faire et réussir à faire baisser l'inflation. Et ça va pas être rigolo du tout, parce que c'est pas gentil du tout de vouloir vous faire monter le chômage pour faire baisser l'inflation. Mon petit garçon de 10 ans, qui est pas loin de moi, dans le grenier, me dirait même « c'est très méchant papa ». Et oui, c'est très méchant. C'est très méchant parce que augmenter le chômage, c'est augmenter la difficulté pour les gens. Et puis surtout, on va revoir ensemble que augmenter le chômage par rapport à l'inflation à laquelle nous sommes confrontés, c'est assez surprenant. Et je m'en vais vous expliquer tout ça, partager avec vous quelques réflexions sur ce sujet qui est très important, puisqu'en fait, ça parle ni plus ni moins que de la crise économique que les banques centrales sont en train de créer de toutes pièces, vraiment de toutes pièces. Vous allez voir, on va remettre ça en perspective, qu'en réalité, à chaque crise économique, eh bien, on a à peu près une intervention préalable des banques centrales pour créer cette crise économique, que rien n'arrive par hasard. Et on va regarder ça ensemble. Regardez ça, c'est Patrick Artus, un grand économiste français. Là, vous avez le petit point rouge de la Légion d'honneur, grand chevalier, grand croix, grand machin de la Légion d'honneur. Patrick Artus, dans une interview sur Les Échos, mais il est également passé sur BFM Business, dans l'émission des experts de Nicolas Dose la semaine dernière, pour faire baisser l'inflation, il faut faire monter le chômage. Et oui, les banques centrales doivent aller plus loin, nous dit Patrick Artus, dans le resserrement monétaire, dans le tour de vis, dans le plus d'argent, comme Fred de Funès, plus d'argent, plus d'argent, plus rien, paf, plus d'argent. Réduire la croissance et réduire la pression salariale. Ah oui, moins de croissance, moins de sous, moins d'augmentation de salaire, on va vous rabattre le caquet, les copains. La seule façon pour dompter la hausse des prix, c'est de vous rabattre le caquet et de vous empêcher de demander des augmentations face à l'inflation. C'est vachement sympa. Merci qui? Merci patron? Non, merci Patrick Artus évidemment. Mais Patrick, c'est pas le seul. Patrick, il ne fait que reprendre les mantras et les déclarations des grands argentiers. Les grands argentiers, c'est qui? Ce sont les grands patrons, les présidents des banques centrales. Et donc la plus grosse d'entre elles, c'est évidemment la Fed, la Banque centrale américaine, qui est dirigée par Jérôme Powell, et puis évidemment la BCE, la Banque centrale européenne, qui est présidée par Christine Lagarde. Jérôme Powell, la Fed, nous avons besoin d'une augmentation du chômage pour lutter contre l'inflation. On a besoin que ce soit encore plus dur pour vous pour faire baisser l'inflation. Sympa, hein? Ouais, sympa. La Fed est fermement résolue à ramener l'inflation à 2% et le restera jusqu'à ce que le travail soit fait. Job must be done, le travail doit être fait, et c'est ce que dit Jérôme Powell. Il va plus loin, il dit il n'y a pas de place pour la complaisance sur l'inflation, gare à vous pampan-cucu. Nous pensons que pour faire baisser l'inflation, il faudra un ralentissement du marché du travail et une croissance sous le potentiel. Alors une croissance sous le potentiel, c'est une expression pompeuse de banquier central pour dire va falloir une bonne récession. Paf, tac, tac, plus de sous. Hein, et puis plus de sous, plus de boulot. Nous avons besoin d'une augmentation du chômage, d'un ralentissement du marché. Merci qui? Merci patron? Non. Merci Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. Il est sympa. Alors pourquoi ils veulent faire ça? Ils veulent faire ça parce qu'en fait il y a l'inflation qui monte, mais l'inflation qui monte, c'est celle que vous voyez. Quand on est un banquier central, l'inflation que vous voyez, ça ne les intéresse pas. Un banquier central, ça regarde ce qu'on appelle, là aussi pompeusement, l'inflation sous-jacente. Et l'inflation sous-jacente, redites les chaussettes de l'archiduchesse, ou l'inflation sous-jacente, c'est pareil. Donc l'inflation sous-jacente, c'est quoi? C'est, je vous donne la définition de l'INSEE, un indice désaisonnalisé qui permet de dégager une tendance de fond de l'évolution des prix.
Ah, donc on retire les aspects saisonniers où je consomme plus quand il fait beau, notamment je consomme plus de glace par exemple quand il fait chaud, mais quand je déprime après les fêtes de fin d'année, janvier, février, je consomme rien parce que j'ai plus de sous, etc. Donc on a des saisonnalités dans la consommation, on a des saisonnalités dans l'inflation. On retire ces pics de saison et puis on prend que l'évolution profonde des coûts de production, la confrontation de l'offre et la demande, donc on va exclure plein de choses. Et vous savez ce qu'on exclut pour calculer l'inflation sous-jacente? On exclut l'électricité, le gaz, le tabac, les produits à prix volatiles, produits pétroliers, produits frais, produits laitiers, viande, fleurs et plantes, mais aussi les mesures fiscales, hausse ou baisse de la TVA, mesures spécifiques sur les produits pour neutraliser les effets de la variation de la fiscalité directe. Bref, pour l'inflation sous-jacente, on supprime tout ce qui monte, et là on obtient un vrai taux d'inflation en dehors de tous les produits qui sont effectivement un peu plus volatiles, comme effectivement les prix de l'énergie ou ce genre de choses, ou les prix alimentaires. Donc une fois qu'on a retiré ça, qu'est-ce qu'il vous reste? Eh bien, il vous reste notamment dans l'inflation sous-jacente les augmentations de salaire. Et c'est dans l'inflation sous-jacente que l'on mesure le mieux les augmentations de salaire. Et quand ils voient les salaires qui augmentent, ça, les grands argentiers, ils ne supportent pas. Un salaire qui monte, c'est très grave. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et finalement, ça serait plutôt pas mal que l'économie soit un petit peu inflationniste. Mais quand l'inflation sous-jacente augmente, encore une fois, pour eux, c'est très grave. Et vous l'aurez compris, pourquoi c'est très grave? Parce qu'il y a vraiment inflation. Et pourquoi il y a vraiment inflation? Parce qu'il y a l'inflation la plus grave, l'augmentation de vos salaires. Et ça, les banques centrales et surtout les puissants de ce monde n'aiment pas ça parce que quand on augmente les gueux, eh bien évidemment, gueux augmenté, profit abaissé. Vous voyez, c'est mon petit, mes petits proverbes météorologiques à la Gilles Pétré, sauf que là, c'est des proverbes économiques. Hein, mais dans la même logique que le présentateur vedette de la météo de quand j'étais plus jeune, eh bien, gueux augmenté, profit abaissé, c'est pas rigolo, ça les fait pas rire, ils aiment pas. Donc pour abattre les prestations salariales, pour rabattre les prétentions et pas les prestations, lapsus révélateur, les prétentions et donc justement réduire les prestations pour les gueux, eh bien il faut faire monter le chômage et toc, traverser la rue pour trouver du boulot, ça sera encore plus difficile, dixit le Mamamouchi, président de la République. Alors, sauf que oui, alors, est-ce que ça c'est vrai? C'est vrai, oui et non. En fait, moi je pense que c'est complètement faux. Et pourquoi c'est complètement faux? Parce qu'on va se prendre quelques minutes pour juste analyser et réfléchir ensemble aux causes, si vous voulez, de l'inflation actuelle. Et pour moi, il y en a deux. Vous avez un choc d'offres et vous avez un choc énergétique. Et il faut comprendre ce choc d'offres et comprendre ce choc énergétique pour comprendre l'inflation actuelle. Alors, évidemment, on a une inflation monétaire, évidemment, on a plein de choses, évidemment, on a imprimé plein de monnaie, évidemment, il y a l'euro qui baisse, évidemment, ok, tout ça, c'est plein de phénomènes. Mais en réalité, l'inflation actuelle, elle est fondamentalement liée à deux choses, un choc d'offres et un choc énergétique. Souvenez-vous, début 2020, le confinement, tout le monde est enfermé chez soi, dans à peu près le monde entier, et on va payer les salaires. C'est le quoi qu'il en coûte qui a lieu à peu près dans le monde entier. Ce quoi qu'il en coûte fait que tous les gens, et c'est le cas en France, on va bénéficier de nos salaires, on ne va pas les travailler, on ne peut pas sortir, on ne peut pas dépenser d'argent. Donc en réalité, on a l'épargne qui va s'accumuler de manière très importante et à la sortie du confinement, on a 150 milliards d'euros d'argent supplémentaire sur les comptes en banque des Français. Donc il y a beaucoup d'argent, mais pendant qu'on était confinés, on a beaucoup moins produit, on a fermé plein d'entreprises, on a fermé plein d'usines, les chaînes logistiques ont été perturbées, donc vous avez beaucoup de sous, d'accord? Tous les sous qui ont été payés et les sous qui n'ont pas été dépensés parce qu'on ne pouvait pas aller au resto, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas aller au ciné, quand ce n'était pas un produit essentiel, on ne pouvait pas acheter une paire de chaussettes, etc. Donc en fait, on avait plein de sous d'avance devant nous et donc on n'avait pas de problème d'argent, on avait un problème d'offre, c'est-à-dire qu'on avait un problème qui n'avait rien à acheter, les pénuries. Et donc dans ce cas-là, vous avez évidemment l'ajustement qui se fait par le prix et donc les prix montent. Et ceux qui peuvent payer, ils achètent plus cher, et puis ceux qui ne veulent pas payer plus cher, ils n'achètent pas. Et ils attendent un peu. Donc ça explique, on va dire, 2021 et 2022, une partie très importante de l'inflation. Et puis, février 2022, 24 février ou 25 février 2022, l'invasion russe en Ukraine et le choc énergétique avec
l'absence de gaz russe. Tout en sachant qu'il y avait déjà eu un contre-choc déjà énergétique, souvenez-vous, pareil, le confinement, mars 2020, les prix du pétrole qui vont devenir négatifs. Donc les prix du pétrole s'effondrent et pendant une journée, on voit même des prix négatifs pour le baril de pétrole. Logique, il y avait trop de barils de pétrole, plus de capacité de stockage et vous ne pouvez pas balancer vos barils de pétrole dans la mer, ça fait une marée noire, c'est pas cool, c'est pas sympa, les écolos ils aiment pas, ça ferait un scandale, donc problème de capacité de stockage. Qui veut du baril de pétrole? Je suis même prêt à payer pour me débarrasser de mon baril de pétrole. Rassurez-vous, ça dure quelques heures, mais enfin, c'est quand même frappant. Le baril de pétrole atteint 0 $. Donc, c'est un choc énergétique à la baisse. Et puis, évidemment, quand on va déconfiner et que le monde va repartir, eh bien, ce baril de pétrole dont le prix était devenu négatif, eh bien, évidemment, il repart à la hausse. Donc, on a un premier contre-choc énergétique, plutôt 2021, fin 2020, début 2021. Puis après, on a à nouveau une amplification de ce contre-choc énergétique par rapport à cet effondrement confinement en 2020, avec la guerre en Ukraine et notamment en Europe avec l'explosion du prix de gaz. Puis maintenant, il n'y a même plus de gaz du tout. Donc, l'inflation, elle est liée à ça. Et les salaires, ils montent parce que les gens ne veulent pas travailler si c'est pour travailler pour un salaire qui ne leur permet pas de vivre. Donc si c'est pour pas vivre, je travaille pas. Alors, les agents économiques, les gens sont des agents économiques parfaitement rationnels, ils ont complètement raison. Les entrepreneurs et les entreprises en face le savent aussi, elles savent que si elles veulent que les gens continuent à venir travailler, il faut leur donner quelques cacahuètes en plus, et puis quelques petites noisettes, pour pas dire que des clopinettes, pour que les gens puissent continuer à être motivés à travailler, à payer leur carburant, etc., etc. L'inflation actuelle, elle est liée à ça, et l'inflation salariale, en réalité, elle est liée à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez attaquer les causes actuelles de l'inflation, vous ne pouvez pas le faire en augmentant les taux d'intérêt. Il faut le faire simplement en faisant baisser le prix de l'énergie, en faisant augmenter l'offre. C'est-à-dire qu'au choc d'offres, c'est-à-dire qu'il y a des pénuries, beaucoup trop d'argent, trop peu de choses à acheter, donc il faut augmenter l'offre pour qu'il y ait plus de choses à acheter et donc absorber l'argent. Et donc évidemment, à partir de ce moment-là, s'il y a plus de choses à acheter, les prix ne monteront pas tout ce qui est rare et cher. Et puis, vous faire revenir du gaz, alors qu'il soit russe, de l'Azerbaïdjan, machin, bon, peu importe, mais il faut refaire revenir du gaz. Et si vous ne faites pas revenir de gaz, eh bien évidemment, vous continuerez à avoir de l'inflation liée au prix de l'énergie. Et les banques centrales, en fait, elles sont en train de vous créer volontairement une énorme crise. Et ça, c'est la recette amère à laquelle vous êtes en train d'assister des banques centrales pour écraser l'économie. À chaque fois qu'il y a une hausse des prix de l'énergie, elles en profitent pour en plus augmenter les taux d'intérêt. Et donc lorsque les prix de l'énergie augmentent, et bien évidemment tout ce que vous payez en essence, en gaz, en électricité, c'est autant d'argent en moins que vous avez pour consommer dans le reste de l'économie. Donc en fait, la hausse des prix de l'énergie, c'est comme une hausse des taux d'intérêt, ça retire déjà beaucoup d'argent de l'économie, d'accord? Au profit d'un seul secteur, qui est le secteur de l'énergie. Et donc, ça fait baisser la croissance. Extrêmement logique à comprendre. La croissance baisse quand les prix de l'énergie augmentent, pour une simple bonne raison, c'est que nous consacrons tous plus d'argent à l'énergie, et donc moins d'argent au reste. Et en plus, on nous augmente les taux d'intérêt. Quand on nous augmente les taux d'intérêt en même temps que l'énergie, évidemment, ça fait mal, puisque là aussi, plutôt que de développer l'offre et de permettre aux entreprises d'emprunter pas cher, d'investir et de produire, et de rendre les projets facilement rentables, puisque moins l'argent est cher, plus les projets de production sont facilement rentables, eh bien, évidemment, vous ne développez pas vos capacités de production, puisque vous renchérissez le coût de l'argent et du crédit. Et donc, vous ne développez pas l'offre. Et donc, vous restez dans une offre réduite. Et donc, toujours trop d'argent, pas assez d'offres, tout ce qui est rare et cher, pénurie et donc hausse des prix. Alors, regardez, ça s'est déjà produit. On est en 2000, j'ai toujours un problème, on est en 2008. 2008, à l'été 2008, juillet 2008, on atteint les quasiment $150 le baril de pétrole. Et souvenez-vous, 2008, c'est la crise des subprimes. Au même moment, on a une explosion des prix de l'énergie et les banques centrales
décident de monter les taux d'intérêt au même moment. Ça, ce sont les augmentations successives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine. On monte les taux, on monte les taux, on monte les taux. D'ailleurs, à chaque hausse de taux, vous avez une crise en fait. D'accord ? Pas tout de suite, quelques années après. Donc les taux commencent à monter en 2005 et la crise des subprimes et la faillite de Lehman Brothers, c'est 2009. D'accord ? Et puis après, évidemment, on baisse les taux d'intérêt pour faire repartir la machine. C'est quand même un peu con-con. Hein. Monter les taux d'intérêt, puis une fois que tout explose, rebaisser les taux d'intérêt pour que tout reparte, c'est un peu con-con quand même. On pourrait juste ne rien faire, hein, par exemple, ou ne pas faire grand-chose. Peut-être que ce serait aussi efficace, mais vous allez voir qu'évidemment non. Tout ça répond à une logique évidente. Donc les taux d'intérêt montent, souvenez-vous, en même temps que les prix de l'énergie montent. Et donc évidemment, ça va vous faire le crack de la crise des subprimes. Et le crack de la crise des subprimes, il est là. D'accord, 2007, 2008, 2009, on a un immense effondrement. Alors ici, on avait monté les taux d'intérêt aussi, puis on a eu cet immense crack. Et puis là, ici, en 1988, on a le crack de 1987-88, on a également un immense crack ici, dont les plus vieux se souviennent. On avait monté les taux d'intérêt également. Et puis ici, on a un grand crack. Alors ce grand crack, on n'avait pas monté les taux d'intérêt. Ça, c'est le Covid. Voilà. Donc le Covid, en fait, est le seul crack depuis 1983 ici qui soit causé par un événement autre qu'une hausse des taux d'intérêt. Tous les autres cracks sont provoqués par une hausse des taux d'intérêt. Toutes les autres crises économiques sont provoquées par une hausse des taux d'intérêt des banques centrales. C'est donc des crises qui sont souhaitées, qui sont voulues, qui sont organisées. Conclusion, l'inflation, elle n'est pas essentiellement monétaire. D'accord ? Choc d'offres, choc énergétique. Donc l'inflation actuelle, elle n'est pas d'ordre monétaire stricto sensus. Bien sûr qu'évidemment, les aspects monétaires jouent un rôle, mais ils ne jouent pas dans l'inflation dans laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui le rôle majoritaire. L'inflation aujourd'hui, elle est liée au choc d'offres, les pénuries, et au choc d'énergie qui coûte extrêmement cher. Donc l'inflation, elle n'est pas non plus essentiellement liée à une croissance économique forte. Il n'y a pas de croissance économique forte, si ce n'est, encore une fois, beaucoup d'argent disponible, ça c'est effectivement l'aspect monétaire, et peu de produits disponibles, mais plus en raison de la pandémie Covid et des perturbations qu'on a sur les chaînes d'approvisionnement, et donc notamment avec la stratégie zéro Covid que vous avez actuellement en Chine. Augmenter les taux d'intérêt ne fera donc pas venir plus de gaz russe, ni plus de produits chinois. Et ça ne changera pas non plus quoi que ce soit, la formule de calcul du prix de l'électricité en Europe, qui est basée non pas sur le coût de production de nos centrales, de la moyenne de nos centrales hydroélectriques, nucléaires, solaires et éoliennes, non. C'est le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Et donc quand vous avez le prix du gaz qui fait x50, eh bien votre coût de l'électricité est censé faire x50, même si ça n'a strictement rien à voir avec le véritable coût de production. Donc on est dans un délire complet. Et on continue dans ce délire complet, ça pose aucun problème aux mamamouchis européens. Les banques centrales sont donc en train de créer une crise économique majeure pour lutter contre l'inflation. Elles ne vont pas lutter contre l'inflation, encore une fois. Je viens d'essayer de vous expliquer que cette lutte contre l'inflation ne va pas fonctionner via des hausses de taux, parce que ce n'est pas ça qui va amener de l'énergie, pas ça qui va amener le gaz russe, ou ce n'est pas la hausse de taux qui va permettre de revoir la formule de calcul du coût de l'électricité et du prix de vente de l'électricité dans l'Union européenne. D'accord ? Puisque ça, c'est une formule qui est dictée par Bruxelles dans le cadre du marché européen de l'énergie, etc. Alors, on est pour, on est contre, peu importe. Mais factuellement, vous pouvez augmenter les taux autant que vous voulez. Si vous ne changez pas la formule, vous allez continuer à vendre de l'électricité de plus en plus cher. Donc, on est dans une situation où, très clairement, la crise, elle est souhaitée. Augmenter les taux ne réglera pas le problème d'inflation auquel nous sommes confrontés. Elles vont donc obtenir quoi ? Uniquement une chose, l'effondrement du prix des actifs. D'accord ? Et donc à chaque fois que les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, est-ce que ça veut bien marcher ? Souvenez-vous, on a des cracks. Et les cracks, c'est quoi ?
c'est l'effondrement, la chute, la baisse du prix des actifs. Alors ici, ce sont les prix des actifs boursiers, mais j'aurais pu vous prendre en 2009 le prix des actifs immobiliers aux États-Unis avec la crise des subprimes. Eh ben, on avait des endroits où on avait 80-90% de baisse du prix de la valeur immobilière aux États-Unis. Conclusion, les banques centrales créent des crises, et quand elles créent des crises, il y a évidemment d'excellentes affaires à faire, mais pas tout de suite. Et si on reprend juste pour vous donner quand même ici une petite idée, 2005, on commence à monter les taux, 2009, tout s'effondre, 2010-2011, on va atteindre les points bas, et donc quand on atteint le point bas, en fait, l'argent aussi est à son point bas. Qu'il y a un moment où vous avez l'argent qui est à nouveau mis pas cher par les banques centrales pour les petits copains, avec des actifs dont la valeur est partie vers le bas. Et donc là, vous avez la possibilité, vous avez une fenêtre de tir, où vous avez à la fois des actifs qui valent rien et les banques centrales qui font que l'argent ne vaut plus grand-chose. Et donc c'est évidemment à ce moment-là qu'il y a les meilleures affaires à faire et qu'on peut racheter des actifs à pas cher. Ça s'appelle un transfert de richesse. C'est pas forcément ultra démocratique, vous l'avez compris, ni forcément très sympa. Alors justement, pour vous préparer à ça, pour vous donner des pistes de réflexion et surtout une technique et une méthode pour vous permettre de vous en sortir et de vous en sortir bien, parce que c'est l'objectif, eh bien vous savez quoi, les banques centrales vous attaquent, eh bien retournez leur stratégie à votre avantage. Voilà. Retournons tous la stratégie des banques centrales à notre avantage. Et ça, je dois vous avouer que je prends un petit malin plaisir à vous faire un dossier spécialement consacré à ça. Les banques centrales nous couillonnent régulièrement à peu près tous les 10 ans en faisant un krach majeur, en augmentant le coût de l'argent, en faisant baisser le prix des actifs. Ensuite, elles remettent l'argent à pas cher pour que les petits copains puissent emprunter de l'argent à pas cher et nous, on est pétrifiés par le krach qui vient d'y avoir. On a vendu nos actifs à bas prix. On se fait couillonner à chaque fois. Donc, l'idée de ce dossier, c'est vraiment comprendre comment les crises naissent, comment elles sont créées, comment elles sont quasiment fabriquées en usine, sauf que l'usine, ce sont les banques centrales et les grandes banques. Comprendre la cinétique et la dynamique, c'est-à-dire les mouvements et la manière dont se développent, vivent, naissent ces crises, et comprendre leurs différentes étapes, comprendre ce qu'il va se passer sur le marché du travail. Et là, je vous donne de toute façon déjà un petit premier conseil gratuit pour tout le monde, et c'est cadeau, et c'est avec immense plaisir, profitez des 3 prochains mois parce que vous avez encore 3 mois pour trouver du boulot, mais dans les 3 à 6 prochains mois, le chômage va partir à la hausse de manière très violente. D'accord ? Donc ceux qui veulent changer de travail, ceux qui veulent partir sur un nouveau boulot ou ceux qui n'en ont pas et qui veulent en trouver un, c'est maintenant, vous avez 3 mois, vous n'avez pas 12 mois devant vous. Voilà, donc ceux qui veulent aller bosser, c'est maintenant. Ceux qui ne veulent pas aller bosser, c'est pas le problème. Si vous voulez aller bosser maintenant, petite cerise sur le gâteau, cherry on the top of the cake, ça se dit pas mais ça me fait rire, comme disent les amis anglo-saxons, vous avez les salaires qui poussent actuellement. D'accord ? Vous savez, l'inflation sous-jacente, ça ne plaît pas aux banques centrales, justement. Donc, c'est en plus le moment de rentrer avec des niveaux de salaire relativement intéressants. Et derrière, il va y avoir une déflation, une baisse des actifs. Bref, rentrer avec des salaires intéressants maintenant. Comprendre justement la baisse du prix de ces actifs et savoir dans tout ça, construire sa stratégie de rachat d'actifs. C'est le cash, l'emprunt, la rotation, l'allocation et les choix. Qu'est-ce que je rachète ? Quand ? Comment ? Avec quel argent ? Tout ça, je vous l'explique dans le dossier du mois de septembre. Les banques centrales vous attaquent, elles nous attaquent. Retournons et retournez leur stratégie contre elles et donc en votre faveur. Et vous savez quoi ? Ça serait bien que pour une fois, ce soit comme la carte du Monopoly. Erreur de la banque en votre faveur, repassez par la case départ et touchez 20 000. C'est un petit peu l'idée et donc évidemment comprendre les bons indicateurs d'achat. Quand est-ce que je peux y retourner ? Quand est-ce que je peux aller faire mes courses ? Quand est-ce que je peux racheter des actifs bradés comme le font les grands de ce monde ? Et on va essayer de faire comme eux et je vais essayer de vous aider dans cette période à pouvoir faire comme eux et à retourner vraiment
la stratégie des banques centrales qui est plutôt contre nous, vraiment en notre faveur. Voilà les amis, donc restez à l'écoute, abonnez-vous, mettez un doigt de schtroumpf, un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la évidemment sans modération, faites la promotion de cette chaîne si le cœur vous en dit. Commentez en bas, débattez entre vous. C'est toujours super chouette de lire vos commentaires et vos échanges, même si je réponds évidemment très rarement par faute de temps, mais j'essaye de lire ce que vous vous racontez. Alors j'y arrive les premiers jours et puis après je suis obligé de lâcher évidemment. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @insolentiae. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne, activer les notifications, c'est la petite cloche pour être tenu informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la newsletter, à la lettre d'information gratuite et quotidienne sur le site insolentiae.com. Et puis si vous faites /boutique, vous pouvez vous abonner à la lettre stratégie et donc vous aurez le dossier de septembre. Et normalement, il y a un petit i là-haut qui vous mène directement sur le site. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, fourbissez vos armes, préparez-vous. Les banques centrales nous attaquent. C'est pas Mars attaque, c'est la BCE nous attaque, les banques centrales nous attaquent, mais on va pas se faire couillonner cette fois-ci. On va être prêts, préparez-vous, prenez soin de vous. À très bientôt, salut les amis.